cannibalisme, pour moi, ce n'est pas des choses horribles. Ce n'est pas des choses sales choses. Ce n'est pas des criminels, ce n'est pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Bonsoir, cette voix tremblante, c'est celle d'un cannibale. Un homme qui a tué et mangé sa victime tuée pour assouvir une pulsion ancestrale qui se perd dans la nuit des temps. C'est à la demande de plusieurs auditeurs de l'heure du crime que nous avons choisi de raconter cette histoire. L'histoire du japonais cannibale Issei Sagawa. C'était en 1981, en plein Paris. Sagawa tuait et dévorait une amie étudiante, Renée Harteveld, une Hollandaise âgée de 23 ans, 40 ans après. Et malgré les aveux de l'intéressé, ses multiples confessions, et en dépit du travail très précis et détaillé des enquêteurs de la brigade criminelle, en dépit aussi des multiples rapports d'experts psychiatres et médicaux, ce crime quasi rituel demeure en grande partie inexplicable. Nous allons donc remonter ce soir avec nos invités et notamment les enquêteurs de l'époque le fil des investigations, rouvrir ce dossier judiciaire si étrange et particulier, essayer de savoir bien sûr ce qui s'est passé dans la tête du meurtrier, comprendre aussi pourquoi Issei Sagawa a bénéficié d'une telle mansuétude, autorisé finalement à retourner au Japon où il continue aujourd'hui encore à revendiquer son obsession cannibale et son goût pour la chair humaine, sans oublier que derrière ce criminel, il y a une victime, Renée Harteveld, qui a sans doute été un peu trop vite oubliée. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire du japonais cannibale Issei Sagawa à l'été 1981. Personne ne peut se douter que cet homme effacé vient de commettre le plus délirant des forfaits dans l'intimité d'un appartement parisien. Ce samedi 13 juin 1981, en fin d'après-midi, un taxi s'arrête devant le numéro 10 de la rue Erlanger, une rue tranquille du très chic 16e arrondissement de Paris. Il fait très beau ce jour-là et le week-end dans la capitale s'annonce radieux. Le chauffeur ne tarde pas à voir son client sortir de l'immeuble, un tout petit asiatique qui transporte 2 valises en carton bouilli presque plus grosses que lui, posées sur une espèce de chariot à roulettes. L'homme parle français et demande à être conduit au bois de Boulogne. Le chauffeur de taxi est un peu étonné de cette destination. Il s'attendait à transporter son client dans une gare ou un aéroport. La voiture prend donc la route du bois, plus précisément celle du lac du bois de Boulogne, un lieu fréquenté par les pêcheurs et les amoureux, propice aux promenades en barque. Sur place, une fois seul, l'homme traîne ses lourdes valises sur le chariot. Il souhaite les jeter dans l'eau, mais soudain il s'arrête. Il a le sentiment d'être épié. Un jeune couple le regarde. Il tente alors d'aller plus loin, mais sous le poids, l'une des valises s'ouvre. Il ne sait pas trop quoi faire, pousse les bagages dans les buissons. Le couple se rapproche pour lui demander ce qu'il fabrique, mais l'homme ne s'attarde pas, il file rapidement. On va vite savoir ce que renferment les valises en carton bouilli du bois de Boulogne. Du sang, ça n'échappe. Il y a à l'intérieur des espèces de paquets, des morceaux de viande qui ont été découpés. Il ne s'agit pas des restes d'un animal, comme on pourrait le croire, mais de morceaux humains. Un corps découpé et abandonné là en toute hâte par cet Asiatique. La police est immédiatement alertée, la brigade criminelle est rapidement sur les lieux. L'un des premiers à découvrir le contenu des bagages, l'enquêteur René Georges Kéry, ne peut que constater la présence d'un puzzle humain. Dans tous les cas de figure, un crime d'une grande sauvagerie. Le corps est transporté à l'Institut médico-légal, la morgue judiciaire. La victime est une jeune femme qui semble être âgée entre 25 et 30 ans, la peau très claire, elle mesure un peu plus d'1,60 m. Elle a été tuée d'une balle de 22 longs rifles dans la tête. Les os des membres inférieurs et de la colonne vertébrale ont été sciés. Des lambeaux de chair sur les fesses, les cuisses et le visage, ici les lèvres et le nez, ont disparu. On ne connaît pas alors la raison de ces manques. Détail sordide, la victime a été violée après avoir été tuée. Une relation sexuelle post-mortem, un cadavre profané.
Le chauffeur de taxi qui a déposé l'homme aux 2 valises au bois de Boulogne s'est rapidement manifesté auprès de la brigade criminelle. Il a tout de suite fait le rapprochement avec un client chargé le samedi. Il avait été étonné de ce transport inhabituel et se souvient de l'adresse où il avait été appelé, le numéro 10 de la rue Erlanger. Les policiers ont une adresse, mais pour l'instant, aucun nom. Ils filent sur place et se renseignent. La concierge de l'immeuble confirme que l'un des locataires est bien un asiatique, plus précisément un japonais, Monsieur Sagawa. Issei Sagawa. Il habite un studio au 1er étage. Elle n'a rien remarqué d'anormal à son sujet. Sagawa n'est pas chez lui, mais les enquêteurs ne vont pas tarder à le voir surgir d'un taxi. L'enquêteur Roger Robillard l'aborde. Sagawa est surpris, il ouvre de grands yeux, mais quand le policier lui demande s'il sait pourquoi on veut lui parler, il marque un temps d'arrêt, puis indique « Oui, je pense que c'est en rapport avec René Artevelde ». Dans le studio du 1er étage, les policiers retrouvent les papiers d'identité de la victime, Renée Artevelde, étudiante néerlandaise, 23 ans. Il y a des taches de sang en partie nettoyées sur la moquette et une carabine 22 long rifle posée dans un coin. La suite s'apparente à une macabre et insensée scène de crime. Le réfrigérateur est rempli de petits sacs en plastique renfermant des parties du cadavre. Sur une table, dans des assiettes blanches en carton, des morceaux de chair, pas moins de 7 kilos. Sagawa est calme, il répond poliment et mécaniquement aux questions des policiers du 36. Ces derniers saisissent un appareil photo. La pellicule développée fera apparaître des clichés du japonais auprès de sa victime. Un terrifiant banquet, puisqu'il avoue l'avoir tuée pour pouvoir la dévorer. Les enquêteurs saisissent également un dictaphone. Sagawa a enregistré minute par minute le déroulement de son crime. On y entend la jeune Hollandaise réciter à haute voix un poème de l'allemand Johannes Becher, puis une détonation et un corps qui tombe. Au 36 quai des Orfèvres, les policiers font face au japonais cannibale. Issei Sagawa, 32 ans, un physique des plus chétifs, 1m52 pour 35 kilos. Tellement maigre que lorsqu'on lui a passé les menottes, il les a lui-même resserrées autour de ses poignets rachitiques. Sagawa explique qu'il prépare un doctorat en littérature comparée à l'université de Paris 3. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Renée Artevelde, une fille beaucoup plus facile d'accès et souriante que les Françaises, coincées et prétentieuses. Ils ont sympathisé. Elle l'a invité à rencontrer ses amis. Il l'a reçue une première fois chez lui pour déguster une fondue. Il a eu un flash. Il a compris alors qu'il devait la dévorer. Le cannibalisme, un fantasme qui le poursuit depuis des années. Il aurait même proposé sans succès d'acheter un morceau de chair à une prostituée. Après s'être décidé à passer à l'acte, il a invité Renée Artevelde une nouvelle fois à rue Erlanger pour qu'elle lui lise un poème en allemand pour ses cours de fac. Il est passé derrière elle et lui a tiré une balle dans la tête. Lors des auditions, Issei Sagawa ne fait pas mystère de son obsession de manger de la chair de femme. Selon lui, il s'agirait là d'une preuve d'amour ultime. Il semble plutôt satisfait d'avoir pu assouvir cette passion charnelle. Il peut en plaisanter même devant le commissaire Olivier Foll. Il indique « Vous dites bien en France qu'une femme est à croquer ». Le policier lui répond « Oui, on dit ça, mais généralement on croque quelqu'un avec un crayon, pas avec une casserole ». Issei Sagawa ne semble pas mesurer la portée de son acte, ou alors joue-t-il peut-être la comédie. L'homme est lettré, intelligent. Au fil des interrogatoires avec les policiers et avec le juge Jean-Louis Bruguière, puis à travers les interviews qu'il donnera, se dessine un portrait disparate. Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe, au Japon. C'est un fils de famille. Son père est un puissant, très riche industriel. Il a toujours eu un physique malingre et désavantageux, de quoi le rendre solitaire et complexé. Lors de ses premières déclarations, il dira d'ailleurs, comme pour justifier son acte injustifiable, que Renée Artevelde s'est moqué de lui, ce qui l'aurait convaincu de la tuer et d'assouvir son envie de manger. Il cultive ce fantasme depuis de nombreuses années, obsédé par la chair des occidentales. Il raconte ainsi avoir fait une fixation sur la blonde actrice Grace Kelly.
Sagawa a failli passer à l'acte un an auparavant, au Japon, dans la ville de Kamakura. Ici, il avait repéré un jour une jeune Allemande portant une mini-jupe. Il va la suivre, noter son adresse. Durant des jours, il lui emboîte le pas dans les transports en commun. Il dit avoir senti alors en lui l'irrépressible envie de la dévorer. Une nuit, il se décide, il rentre chez elle par une fenêtre, pénètre dans la chambre où la jeune fille dort. Il est armé d'un parapluie et d'un couteau. L'Allemande ne doit son salut qu'à son réveil en sursaut et aux cris qu'elle pousse. Sagawa prend la fuite, mais il est arrêté par la police. Son père convainc alors la jeune femme de ne pas déposer plainte, moyennant une grosse somme d'argent. Le dossier est classé. Pour éviter tout scandale, Issei Sagawa est envoyé à Paris, où il poursuivra ses études. Sagawa a raté son coup au Japon, mais cette fois, il est donc bel et bien passé à l'acte. Il assouvit son désir de cannibalisme. Au lendemain de son arrestation, il déclare « Je voulais sentir l'existence de René, goûter à son goût ». Le juge Bruguière le fait écrouer à la prison de la Santé. Il y passera 21 mois, puis à l'hôpital Henri Collin à Villejuif, 14 mois, le temps de statuer sur son état mental. Le juge Jean-Louis Bruguière veut tout savoir du passé et de la personnalité d'Issei Sagawa. Muni d'une commission rogatoire internationale, le magistrat, accompagné de policiers de la crime, se déplace jusqu'au Japon. Les enquêteurs visitent ici les villes où le cannibale a séjourné au fil de ses études. Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe. Il est établi que Sagawa a toujours été un garçon des plus fragiles. Il aurait même été déclaré mort-né à sa naissance en 1948, 20 minutes sans respirer, ce qui aurait eu des conséquences sur sa croissance. Il va rester un garçon chétif, un gringalet. Son entourage affirme encore qu'à l'âge de 2 ans, l'enfant a contracté une encéphalite, un mal qui l'aurait cérébralement affaibli. Il aurait eu des séquelles, de quoi peut-être expliquer ses obsessions mentales. Les proches du criminel semblent pencher pour une altération de son jugement. Il n'était pas dans son état normal lorsqu'il a tué la jeune Hollandaise. Le juge d'instruction s'entoure d'un collège de 3 experts psychiatres, médecins aliénistes, des experts de la démence. Après des mois d'études, les docteurs Serge Brion, Alain Diederich et Bernard Defer estiment que Issei Sagawa n'est pas en mesure d'être jugé. Le 30 mars 1983, moins de 2 ans après le crime, Jean-Louis Bruguière rend une ordonnance de non-lieu. La famille de la victime et en premier lieu son père, Johann Gisbert Harteveld, va tout faire pour renverser la vapeur et obtenir un procès pour Issei Sagawa. La famille dénonce de fausses informations sur l'état de santé réel du japonais. On a voulu faire du meurtrier de ma fille un dément et un total irresponsable, en affirmant par exemple que ce jeune homme chétif avait été cérébralement traumatisé dès le jour de sa naissance suite à un accouchement difficile. Dénonce le père de René. Selon lui, le médecin accoucheur a témoigné et indiqué qu'aucune séquelle n'avait été notée après la naissance. L'encéphalite, quant à elle, serait une invention, le médecin de la famille Sagawa n'ayant jamais été informé de cette maladie. 3 médecins qui l'ont examiné ont déclaré qu'aucune trace d'encéphalite ne pouvait être décelée chez ce patient. La famille Harteveld s'étonne de savoir comment un homme si fragile psychologiquement aurait pu faire des études aussi poussées. Malgré le dépôt de recours, les Harteveld ne vont pas avoir gain de cause. Ils vont même se voir refuser une contre-expertise médicale. Issei Sagawa, au nom de l'article 64, ni crime ni délit lorsque les faits ont été commis en état de démence. Sagawa est déclaré irresponsable, pas de procès. Encore quelques mois de soins en France, puis il sera renvoyé au Japon, où là non plus, il ne sera pas jugé. Revenu chez lui, Issei Sagawa est interné d'office à l'hôpital Matsuzawa de Tokyo. Il ne va y séjourner que 14 mois. Son avocat français, Philippe Lemaire, explique alors qu'il ne sera pas jugé dans son pays car il est confirmé que son tracé encéphalographique est perturbé et qu'il existe bel et bien des traces de maladie mentale. Issei Sagawa, dont le richissime père a démissionné de son poste de PDG à cause de la honte causée par le crime, est libre. Il s'installe dans un petit appartement de Yokohama, puis dans la banlieue est de Tokyo. Il ne va cesser de donner des interviews, participer à des shows télévisés et même à des films pornographiques. Il publie une 12aine de livres scabreux sur son histoire. Son visage sera utilisé également pour une campagne publicitaire pour une chaîne de restaurants spécialisée dans la viande. Sagawa semble se complaire dans cette célébrité, même s'il dit ne pas l'avoir désirée.
Peu ou pas de mots pour René Artevelde, sa victime. J'ai commis un crime atroce et le remords envahit mes nuits, déclare-t-il un jour sans vraiment convaincre. Au fil des années, Issei Sagawa va continuer à mener une existence solitaire. Il écrit et peint des femmes aux muscles déchirés. C'est au CP que j'ai pensé pour la première fois que les cuisses d'une camarade de classe feraient un bon goûter, raconte cet homme qui n'a jamais cessé d'être poursuivi par son idée fixe. Cet acte était une obsession, il fallait que je la commette. C'est en cela que je suis malade, affirmait encore récemment le cannibale de Paris.